Bonjour à tous, c'est Professeur Missou. On va faire aujourd'hui le cours de l'équilibre acido-basique. C'est l'un des cours de physiologie destinés aux résidents de première année. Le pH sanguin est très étroitement régulé. Il doit être compris entre 7,38 et 7,42. La PaCO2 entre 37 et 42 mm de mercure et les bicarbonates entre 24 et 26 mmol par litre. Ça doit être dans des limites bien précises puisqu'un pH inférieur à 7 ou un pH supérieur à 7,7 sont complètement incompatibles avec la vie. Le pH intracellulaire est légèrement plus acide que le pH extracellulaire. Il est compris entre 6,8 et 7,2. C'est secondaire aux réactions enzymatiques, mais aussi au cycle de Krebs. Le pH sanguin est régulé grâce à trois grands éléments. Deux organes importants, c'est le poumon et le rein, et les systèmes tampons, qu'ils soient intracellulaires ou bien extracellulaires. Le poumon de son côté, il va éliminer tous les acides volatiles. Donc c'est très important et ils sont en grande quantité dans l'organisme. Le rein, de son côté, va éliminer les acides fixes qui représentent environ 1 mmol par kilo et par jour. Le système tampon de son côté est chargé, que ce soit extra ou intracellulaire, est chargé de distribuer des charges acides ou bien les charges alcalines très rapidement avant que le rein ne prend le relais et commence à éliminer les charges acides ou bien les charges alcalines. Donc, le système tampon est là pour gérer les premières charges d'acide fixe en fait. Donc, une charge acide aiguë apportée par l'alimentation, ça va entraîner une augmentation des ions H+. Ces ions H+, vont être très vite tamponnés par les bicarbonates situés dans le milieu extracellulaire. Donc, dans les premières 30 minutes, c'est les bicarbonates qui vont agir, c'est les systèmes tampons extracellulaires qui va gérer 40%, qui va tamponner 40% des ions H+. Les 60 autres vont être éliminés les minutes qui vont suivre par le système tampon intracellulaire. Donc, les ions H+, vont rentrer à l'intérieur des cellules grâce essentiellement au transport NaH+, mais aussi grâce à d'autres contre-transports entraînant l'entrée des ions H+, ou bien la sortie cellulaire des bicarbonates pour tamponner les charges acides. Ce n'est que par la suite que le rein va peu à peu éliminer cette charge d'acide sur plusieurs heures. L'apport d'une charge alcaline aiguë, c'est-à-dire que les bicarbonates, ces derniers vont être tamponnés par les ions H+, existants dans le système extracellulaire, et par la suite, donc dans les 30 minutes suivant une charge alcaline, 60% des bicarbonates sont tamponnés par les ions H+ extracellulaires. Par la suite, les 40% restants vont entrer à l'intérieur des cellules. Et c'est par la suite, après quelques heures, que le rein va commencer à éliminer toute sa charge alcaline qui a été stockée, tamponnée par ces fameux systèmes tampons extra- et intracellulaires. Donc le rein n'intervient pas immédiatement lorsqu'il y a des charges acides ou alcalines. D'abord, ces charges vont être tamponnées par les systèmes tampons extracellulaires en premier, puis intracellulaires, et c'est par la suite que le rein va intervenir pour équilibrer ce bilan acido-base. Donc, parlons maintenant des reins, et notre organe favori qui a un grand rôle dans l'équilibre du pH. Alors, comment il intervient? Déjà, en réabsorbant les bicarbonates filtrés, mais aussi en augmentant l'excrétion, en adaptant l'excrétion des ions H+, par trois mécanismes différents. Déjà, par l'acide titrable, l'ammonium et les protons libres. On va voir en détail ces mécanismes. On va commencer par la réabsorption du bicarbonate filtré. Donc, je vous ai toujours expliqué que pour apprendre la quantité filtrée, il faut toujours multiplier la moyenne de la concentration sanguine fois les 180 litres par jour qui détermine la filtration glomérulaire.
Donc la moyenne des bicarbonates, la bicarbonatémie est de 25 millimoles par litre. Donc 180 fois 25, c'est 4500 millimoles par jour. Donc on filtre quotidiennement 4500 millimoles de bicarbonate qui vont être absorbés quasi totalement au niveau du tube proximal, mais aussi au niveau de la branche ascendante dans l'anse de Rayleigh et dans le tube collecteur. Les urines sont presque complètement dépourvues de bicarbonate. C'est très important à retenir. Il faut savoir que la réabsorption tubulaire des bicarbonates, au maximum, elle est de 28 millimoles par litre. Et surprise, enfin pas surprise, c'est Rabbi Subhanahu, il fait il nous a créé donc la capacité maximum de réabsorption tubulaire est équivalente à la norme haute des bicarbonates dans le sang. Donc peu importe ce qu'on mange, peu importe les charges alcalines, notre organisme est construit pour nous protéger contre une alcalose. Donc vous voyez ici que la réabsorption maximum est quand même dans les limites de la normalité de la bicarbonatémie. Donc comment on absorbe les bicarbonates dans le tube proximal? Donc vous savez, la pompe NAK-ATPase va tourner, le sodium intracellulaire va diminuer, ce qui va stimuler le contre-transport NaH+. Les bicarbonates filtrés se retrouvent au niveau du côté urinaire du tube proximal. Les bicarbonates vont être liés aux ions H+ sécrétés par la cellule lors de la réabsorption du sodium. Et grâce à l'anhydrase carbonique, ça va nous donner une molécule de CO2 et une molécule d'eau qui vont diffuser librement à l'intérieur de la cellule et le mécanisme inverse va se constituer, c'est-à-dire que l'anhydrase carbonique intracellulaire va retransformer le CO2 et l'eau en une molécule de bicarbonate et une molécule d'ion H+. Les bicarbonates vont être réabsorbés grâce au cotransport basolatéral Na3HCO3 et l'ion H+ va être recyclé grâce au contre-transport apical NaH+, et c'est un cycle qui continue et qui tourne en permanence. Parlons maintenant de la formation d'acidité titrable, ça veut dire l'excrétion des ions H+, sous forme d'acidité titrable. Alors, qui dit titrable, ça veut dire mesurable. Hein. Donc, c'est représenté surtout par le NaH2PO4, mais aussi en petite quantité par la captation d'ions H+, par la créatinine, l'acide urique et bien d'autres molécules. Mais le plus fort, le plus important, c'est le NaH2PO4. Donc, des éléments très importants dans le passage au niveau du néphron avec la formation de ces acidités titrables. D'abord, c'est le tube proximal, où il y a la formation de 60% de ces acidités titrables. Et le tube collecteur, où sont formés 40% de l'acidité titrable. Au niveau du tube proximal, sachez que l'ion H+ sécrété par le contre-transport NaH+, va se lier avec le phosphore qui est filtré par le rein. Donc, le H+ va se lier au phosphore qui est couplé au sodium. Donc, le phosphore est lié au sodium. Et la liaison avec un ion H+ va libérer une molécule de sodium et ça va former la fameuse acidité titrable, le NaH2PO4. Donc, grâce au phosphore filtré, le phosphore filtré, il ne va pas rester comme ça en charge dans les urines, il va fixer deux molécules de sodium. Lorsque l'ion H+ est sécrété par la cellule tubulaire proximale grâce au contre-transport NaH+, ce Na2HPO4 va libérer une molécule de sodium qui va être réabsorbée tout en captant l'ion H+ sécrété et il va se transformer en une molécule qui est stable, qui va être éliminée telle qu'elle dans les urines. C'est l'acidité titrable, le NaH2PO4. Au niveau du tube collecteur, souvenez-vous, la pompe NAK-ATPase va tourner.
diminuer, le sodium intracellulaire va diminuer, ce qui va entraîner l'entrée du sodium par les canaux spécifiques, et la lumière qui va devenir négative par l'entrée du sodium va entraîner la sécrétion du potassium d'ion H+. L'ion H+, ainsi sécrété, va se lier avec le phosphore qui n'a pas été absorbé au niveau du tube proximal, et ça va nous former l'acidité titrable. Tout en libérant un ion Na+, du sodium qui va être réabsorbé. Passons maintenant à l'autre forme d'excrétion d'ion H+. Donc l'excrétion des ions H+, se fait soit par des ions H+, comme ça dans les urines qui déterminent l'acidité, c'est-à-dire le pH urinaire, mais aussi il y a des ions H+, sous forme d'acidité titrable, et il y a des ions H+, sous forme d'acidité non titrable. Donc l'acidité non titrable, ça veut dire qu'on ne peut pas les mesurer dans les urines. C'est l'ammoniac, autrement dit, le NH4. Et c'est la forme la plus importante, la plus représentée au niveau des urines. Donc les ions H+, sont éliminés surtout par les acidités non titrables, puis par l'acidité titrable, puis en forme libre, en ion H+, comme ça dans les urines, et c'est cette forme libre qui détermine l'acidité des urines, le pH en fait des urines. Donc le NH4+, est surtout formé au niveau du proximal. Il est presque exclusivement formé au niveau du proximal. Il provient du métabolisme du glutamine, qui est un acide aminé, grâce à une enzyme, la glutaminase, qui va transformer cet acide aminé par plusieurs étapes jusqu'à arriver à une molécule de NH4+, et une molécule du bicarbonate plus de l'ATP. Donc, le bicarbonate va être absorbé par le cotransport basolatéral Na3 bicarbonate, et le NH4+, va être excrété dans les urines en empruntant le chemin des ions H+, dont le contre-transport NaH+. Donc, cette transformation de glutamine et la formation d'acidité non tétrable, c'est-à-dire le NH4+, est stimulée par l'hypokaliémie et l'acidose, parce que ces deux situations vont stimuler une enzyme très importante, c'est la glutaminase. Donc la glutaminase, qui est l'enzyme qui permet la transformation du glutamine vers sa voie de métabolisme, est très stimulée par ces deux situations, l'hypokaliémie et l'acidose. Donc, dans un milieu acide avec peu de potassium, cette enzyme va fonctionner plus rapidement et plus efficacement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans l'anse de Halley? Donc, plus l'anse de Halley, on va partir vers le bout, vers comment dire, vers l'anse de Halley, vers le bout de l'anse de Halley, les NH4+, formés dans le tube proximal, en fait, vont libérer l'ion H+. C'est-à-dire que c'est le mécanisme d'acidification des urines. On va libérer l'ion H+, et ça va transformer le NH4+, en NH3. Le NH3 est une molécule qui diffuse librement de la cellule vers le milieu extracellulaire. Donc, elle est libre dans son mouvement et elle va passer directement dans le milieu interstitiel. C'est-à-dire, plus on va foncer vers la pointe de l'anse de Halley, plus les urines vont être acides par libération d'ion H+, et par transformation du NH4+ en NH3, et ce NH3 est librement filtré, donc librement réabsorbé, donc il va passer des urines vers le milieu interstitiel. Dans la branche ascendante de l'anse de Halley, le NH4+, qui va persister dans les urines, qui ne s'est pas transformé en NH3, il va emprunter, en fait, souvenez-vous, dans la branche ascendante de l'anse de Halley, la pompe ATPase qui va tourner, le sodium intracellulaire qui va diminuer, ce qui va pousser le sodium à rentrer grâce au cotransport NaK2Cl-. Donc, le NH4 va emprunter le chemin du potassium
et rentrer à l'intérieur de la cellule, il va être transformé en NH3, donc libération d'ion H+, et le NH3 va se retrouver dans l'interstitium. Donc autrement, tout au long de son chemin à travers la lance de Rayleigh, les urines vont s'acidifier et il y aura une accumulation de NH3 dans l'interstitium, n'est-ce pas? Ce NH3 accumulé dans l'interstitium va diffuser librement vers le tube collecteur. Donc NH3, en fait le NH4+ va se transformer en NH3 en libérant un ion H+, acidifiant les urines. Le NH3 va sortir vers l'interstitium à partir de l'anse de Rayleigh, qu'elle soit descendante ou ascendante. Il va se concentrer énormément dans l'interstitium et grâce à un gradient de concentration, il va être attiré dans le tube collecteur. Donc dans le tube collecteur, souvenez-vous, il y a les cellules principales. Les cellules principales qui vont travailler pour absorber le sodium, mais aussi sécréter l'ion H+. Il y a aussi les cellules intercalaires alpha qui sécrètent activement l'ion H+, n'est-ce pas? Donc, le NH3 qui va diffuser dans le tube collecteur va se retrouver avec l'ion H+, et il va se retransformer en NH4. Le NH4+ est une molécule stable et elle va être éliminée telle qu'elle dans les urines. Donc, nous savons maintenant que le rein réabsorbe le bicarbonate. Il élimine les ions H+, par 3 mécanismes différents, par les acidités non titrables, qui sont les plus importantes, les acidités titrables, mais aussi en forme d'ions libres. Ces ions libres, les H+ libres, c'est eux qui déterminent le pH urinaire. Maintenant, comment le rein va déterminer son comportement vis-à-vis de l'équilibre acido-basique? L'un des éléments les plus importants qui détermine le comportement rénal dans le bilan acido-base, c'est le pH sanguin, bien sûr. Lorsqu'on est en acidose, il est tout à fait normal que le rein va essayer de compenser en augmentant l'élimination rénale d'ion H+. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement? Et ça va être sur tous les mécanismes. On va essayer de compenser sur tous les mécanismes. Il faut savoir que en cas d'acidose, les bicarbonates filtrés vont diminuer, ce qui va entraîner une augmentation de leur absorption. On va essayer d'augmenter leur absorption. En fait, il faut savoir que l'ion, le H+ intracellulaire est très important, n'est-ce pas? Cet ion est important parce que l'acidose va entraîner au tout début une stimulation des systèmes tampons qui vont extracellulaires et intracellulaires. Les systèmes tampons intracellulaires vont entraîner l'entrée des ions H+ à l'intérieur de la cellule, donc aussi à l'intérieur de la cellule tubulaire proximale. L'augmentation d'ion H+ va entraîner l'augmentation de sa concentration cellulaire au niveau du tube proximal, donc ça va stimuler indirectement le contre-transport NaH+. Donc il y aura plus d'ion H+, plus d'entrée de sodium, et l'ion H+, va essayer de réabsorber le maximum des bicarbonates filtrés pour compenser cette acidose. Voilà une stimulation du contre-transport NaH+, par augmentation des ions H+ intracellulaires. Mais aussi, ça va agir sur la glutamine, en fait sur la formation d'acidité. Donc on a tout intérêt, l'acidose est un facteur très connu sur la stimulation de la glutaminase. Donc plus on va stimuler ce mécanisme-là, plus on va former les acidités non titrables, les NH4+. Mais aussi l'acidose va stimuler les pompes H+ ATPase. Donc, tous ces éléments vont entraîner l'augmentation de la réabsorption du bicarbonate filtré, une augmentation des acidités titrables, une augmentation des acidités non titrables. Donc, on va augmenter la réabsorption du bicarbonate au niveau du tube proximal. On va augmenter la formation de NH4, l'acidité non titrable, et on va augmenter la formation des acidités titrables
par l'excrétion d'ions H+, plus importante au niveau du tube collecteur, donc ils vont fixer le phosphore lié au sodium et ainsi augmenter les acidités titrables. Et lorsque le pH augmente, lorsqu'on est en alcalose, il est tout à fait logique que l'excrétion rénale des ions H+ va diminuer par un mécanisme inverse de tout ce qu'on a vu. La PaCO2 est très importante aussi dans la détermination du comportement rénal par rapport à la réabsorption du bicarbonate et l'excrétion des ions H+. Donc, la diminution du PaCO2 va entraîner une augmentation de l'excrétion rénale des ions H+. En fait, c'est une compensation. La diminution de PaCO2 va entraîner un pH sanguin bas et par les mêmes mécanismes qu'on vient de voir par rapport au pH, ça va augmenter l'élimination des ions H+. Et inversement, l'augmentation de PaCO2 va entraîner un pH sanguin alcalin. Donc, en fait, il y aura une alcalose respiratoire avec compensation rénale. Et le rein va diminuer au maximum l'excrétion des ions H+, pour essayer de tamponner tout ça. Le volume extracellulaire est aussi un très grand déterminant du comportement rénal vis-à-vis de l'équilibre acido-basique. Une augmentation du volume extracellulaire va entraîner une diminution de la réabsorption des bicarbonates, puisque l'absorption des bicarbonates est liée au sodium. Et puisqu'on est en inflation, on va diminuer la réabsorption du sodium et indirectement celle des bicarbonates. Lorsqu'on est en déshydratation, il y aura une augmentation de la réabsorption du sodium dans le tube proximal et indirectement il y aura une augmentation de la réabsorption du bicarbonate. Donc lorsqu'on est en déshydratation, on aura une alcalose et lorsqu'on est en inflation, en augmentation du volume extracellulaire, on sera en acidose de dilution. Le sodium délivré, la quantité du sodium qu'on mange quotidiennement aussi interfère dans l'équilibre acido-base. Plus il y a du sodium, sang, plus on mange du sodium, plus on aura du sodium dans le sang, plus il y aura du sodium filtré. Donc, plus il y aura du sodium délivré au tube distal. Donc, la cellule tubulaire va essayer de compenser en réabsorbant le sodium, mais aussi en éliminant le potassium et en éliminant les ions H+. Donc, on aura automatiquement une alcalose. Cet effet est bien connu au niveau de la cellule principale. Mais heureusement, il sera contrebalancé. C'est pas parce qu'on mange beaucoup de sodium qu'on sera automatiquement en alcalose. Parce que tout simplement, une augmentation d'abord de sodium va entraîner une augmentation du volume extracellulaire qui va entraîner l'inhibition de la sécrétion de l'aldostérone. Donc l'aldostérone va bloquer la réabsorption du sodium. La diminution de l'aldostérone va diminuer l'absorption du sodium au niveau de la cellule principale, ce qui va quand même contrebalancer cet effet. Il y aura au final pas vraiment de variation sur le pH sanguin. La même chose pour la diminution des apports en sodium. Il y aura très peu de sodium qui va être délivré au niveau du néphron distal, donc il y aura très peu de sodium à absorber, on va éliminer très peu d'ions H+, donc on aura une acidose, mais comme il y a une diminution de la volume extracellulaire, il y aura une stimulation de la sécrétion de l'aldostérone qui va stimuler cette absorption, et il y aura un équilibre. Le potassium aussi est un excellent déterminant de l'équilibre acido-basique. Son augmentation va entraîner plusieurs effets. Ça va diminuer la production d'ammoniac. Souvenez-vous, l'hypokaliémie, elle stimule la production de NH4+, l'ammoniac autrement dit, et l'hyperkaliémie va diminuer la production de l'ammoniac. Donc on aura très peu d'acidité non titrable, qui est la forme la plus importante d'élimination des ions H+. Donc autrement dit, l'hyperkaliémie va être accompagnée d'une acidose.
mais aussi par un mécanisme au niveau de la branche ascendante de l'anse de Rayleigh. Souvenez-vous, à ce niveau-là, normalement, le NH4+ va prendre la place du potassium dans le cotransport NaK2Cl. Lorsque il y a une hypercalémie, donc il y a une augmentation du potassium filtré. Donc il y aura une grande compétition dans ce cotransport entre le potassium et les ions NH4+ en faveur du potassium qui sera en plus grand nombre. Donc on aura très peu de recyclage de NH4+, donc très peu d'élimination rénale en fait d'acidité non titrable. Donc au total, on aura une acidose métabolique. Et inversement, lorsque le potassium est bas, on aura une augmentation de la production de l'acidité non titrable et au niveau de la branche ascendante de l'anse de Rayleigh, on aura un recyclage très important des acidités non titrables de l'ammoniac. Donc on aura une élimination efficace des ions H+, et la conséquence est une alcalose métabolique. Maintenant, on va parler des effets des hormones sur le comportement rénal de l'équilibre acido-basique. Donc, retenez bien, le NH4+, c'est l'acidité non titrable. L'acidité titrable, c'est l'élimination des ions H+, avec le NaH2HPO4. Il faut faire très attention. Et le pH urinaire correspond aux ions H+, éliminés tels quels. Donc, on va parler des hormones qui déterminent le comportement rénal vis-à-vis de l'équilibre acido-basique. En premier, l'aldostérone. L'aldostérone est une hormone très très importante dans l'équilibre acido-basique. Il va agir sans surprise au niveau de son site d'action, au niveau du tube collecteur, au niveau de la cellule principale. Et ça va entraîner la stimulation de l'absorption du sodium avec augmentation de l'excrétion des ions H+. Donc, une stimulation de l'acidification des urines. On aura une alcalose. N'oublions pas aussi que l'aldostérone est une hormone quand même qui est hypocalémiante. Et cette hypocalémie va stimuler la formation d'acidité non titrable. Donc, ce qui favorise aussi l'acidification des urines et l'alcalose. Au niveau du tube collecteur, comme vous le savez, ça va stimuler et ça va entraîner l'excrétion plus importante des ions H+. Mais aussi, ça stimule les cellules intercalaires alpha, donc augmentation de la sécrétion des ions H+. Parlons maintenant de l'angiotensine. L'angiotensine va stimuler la réabsorption des bicarbonates. Souvenez-vous, au niveau du tube proximal, les bicarbonates sont absorbés par un cycle incluant l'anhydrase carbonique et le contre-transport NaH+. L'angiotensine 2 va stimuler le contre-transport NaH+, donc stimuler la réabsorption des bicarbonates grâce à sa transformation par l'anhydrase carbonique. Donc plus il y a de H+ sécrété, plus on va absorber des bicarbonates. Les glucocorticoïdes vont agir au niveau du tube proximal. En effet, les glucocorticoïdes bloquent les canaux Na-phosphore, ce qui va entraîner une augmentation du phosphore urinaire, donc augmentation de l'acidité titrable. Il stimule aussi le contre-transport NaH+, donc augmentant ainsi l'excrétion des ions H+. Cette augmentation et cette surstimulation du contre-transport NaH+, va stimuler indirectement le métabolisme des glutamines. Donc, pour augmenter le NH4+, augmenter les ions H+, intracellulaires, pour permettre une sortie des ions H+, plus facilitée, et parce que la sortie est massive par une stimulation très importante. En fait, c'est le plus grand stimulateur du contre-transport NaH+. Donc, les glucocorticoïdes augmentent l'excrétion d'ions H+,
par le rein, et ceci par des mécanismes variés au niveau du tube proximal. Ça va entraîner une alcalose. Passons maintenant à l'ADH. Lui, il va agir au niveau du tube collecteur, au niveau de la cellule principale, en augmentant l'expression des ions H+. L'effet de l'ADH est bien connu, c'est une stimulation des canaux Na+, donc une entrée massive des ions de sodium, donc ça va entraîner une charge négative plus importante, donc une excrétion plus massive des ions H+, donc ça va entraîner une alcalose. La PTH a un effet biphasique. Les premières minutes, on va avoir une diminution de l'absorption du bicarbonate au niveau du tube proximal. Est encore non complètement élucidé, mais on va quand même, je vais vous donner la dernière théorie. La PTH est connue pour bloquer l'absorption du phosphore au niveau du tube proximal en bloquant le cotransport Na-phosphore, puisqu'elle stimule son endocytose. Donc, on aura plus de phosphore dans le côté urinaire. Donc, les ions H+, sécrétés par le contre-transport NaH+, ce ion H+, est plus attiré par le phosphore et le sodium, donc l'acidité titrable, pour former l'acidité titrable, que par les bicarbonates pour être transformés par l'anhydrase carbonique en une molécule de CO2, une molécule d'eau. Donc c'est pour ça que ça va diminuer d'une façon quand même pas très importante, mais quand même il y a une diminution de l'absorption de bicarbonate les premières minutes d'une injection de la PTH. Maintenant, dans les heures qui vont suivre, il y aura une stimulation de l'amniogénèse. Donc au départ, on aura une diminution, une bicarbonaturie. Après quelques heures, on aura une stimulation de l'amniogénèse. En fait, cette bicarbonaturie va entraîner une acidose. Et l'acidose est connue pour stimuler la glutaminase. Donc, ça va stimuler la glutaminase. N'oublions pas que la PTH entraîne une diminution de l'absorption du phosphore. Donc, il y aura une augmentation du phosphore urinaire, donc augmentation des acidités titrables. Donc la PTH va non simplement stimuler la formation des acidités non titrables, l'ammoniac au niveau du tube proximal par stimulation de la glutaminase, mais aussi une augmentation des acidités titrables par augmentation du phosphore urinaire. Le calcium, l'augmentation du calcium va entraîner une augmentation de l'absorption des bicarbonates. En fait, l'augmentation du calcium va entraîner une diminution de la PTH et ça va entraîner une augmentation de l'absorption du bicarbonate par effet inhibiteur de la PTH sur le tube proximal, comme on l'a vu dans les slides correspondantes. Le phosphore, l'augmentation du phosphore va entraîner une augmentation de la phosphaturie, donc il y aura une augmentation de l'acidité titrable, donc autrement dit l'augmentation de l'excrétion des ions H+, et on aura une alcalose. Maintenant, l'effet des diurétiques sur l'équilibre acédo-basique et le comportement rénal. Pour les diurétiques du tube proximal, l'acétazolamide, autrement dit. Donc l'acétazolamide est connu pour inhiber l'anhydrase carbonique. Donc l'inhibition de l'anhydrase carbonique va entraîner la diminution de la réabsorption des bicarbonates. Donc on aura finalement une acidose. Les diurétiques de lente de Halley, type furosémide ou l'azélix, vont entraîner une augmentation du sodium délivré au tube distal, en fait le tube collecteur. Donc ça va stimuler la réabsorption du sodium contre une élimination des ions H+, donc on aura une alcalose. Mais cette alcalose sera contrebalancée par l'effet de contraction volimique. Vous savez, quand on a un diurétique de lance, on aura une augmentation de la diurèse, des déshydratations. Cette déshydratation va entraîner une stimulation de l'aldostérone. Donc l'aldostérone va encore stimuler la réabsorption du sodium au niveau du tube collecteur. Donc il y a un risque ici d'alcalose. Les diurétiques type thiazidique
vont entraîner une diminution en fait de la réabsorption par le cotransport NaK2Cl-. Et ça va entraîner une augmentation du sodium délivré au niveau du tube collecteur qui va stimuler les cellules principales pour l'excrétion des ions H+. En plus de ce phénomène, comme pour le Lasix, il y aura une stimulation de l'aldostérone par contraction volémique. Donc, on aura une augmentation de l'excrétion des ions H+. On y a aussi un risque d'alcalose. Pour les diurétiques distaux type amylorite, l'amylorite est connu pour bloquer les canaux Na+ au niveau des cellules principales du tube collecteur. Donc, ça va bloquer l'excrétion des ions H+. Donc, il y a un risque d'acétose. Donc, lorsqu'il y a une charge, qu'elle soit alcaline ou acide, on va commencer par une charge acide. Le rein va agir après que les systèmes tampons ont réussi quand même à préserver la vie. Donc, il y a les tampons extracellulaires et intracellulaires. Cette charge acide va être dirigée vers l'intérieur des cellules et les tampons extracellulaires. Et par la suite, le rein va intervenir au bout de 24 heures. Donc, il va éliminer 25% de la charge acide en 24 heures et la totalité en 72 heures. Lorsqu'on a une charge alcaline, d'alcalin fixe, et ils vont d'abord être tamponnés par le système tampon extracellulaire et intracellulaire. Par la suite, le rein va prendre le relais. Il va éliminer 50% de cette charge en 8 heures et 100% de cette charge en 24 heures. Vous allez remarquer qu'on est beaucoup plus armé contre une charge alcaline que par rapport à une charge acide. Et c'est l'information à retenir absolument. Voilà, on a fini ce cours. Ce cours, en fait, clôt le chapitre ions, équilibre ionique qui fait intervenir notre organe favori, qui est le rein. Donc, avec ce cours, j'ai fini tous les ions, toute la physiologie des ions. Si vous voulez que je vous fasse les cours concernant la filtration, la circulation, l'équilibre de la tension artérielle et les fonctions endocrines du rein. En fait, ces cours, c'est un amas d'informations. Il n'y a pas un mécanisme bien particulier à expliquer, mais je pourrais vous faciliter l'apprentissage. Donc, si vous êtes d'accord pour des cours, pour ces 4 cours qui restent du programme de la physiologie pour les résidents de première année, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires et je vais les faire le plus rapidement possible. À la prochaine, Inch'Allah.